On devrait dire la pensée. Et derrière tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est en fait la pensée qui est mise en cause. Le fait de penser. Penser est toujours libre. Et la pensée doit toujours chercher le contraire, nier, tester. Et effectivement, quand on vous dit consommer, quand on vous endoctrine, on vous éduque en vous endoctrinant, vous ne pensez plus. Et c'est ça le danger. Ça peut nous mener très loin à la fin de l'espèce. Oui, en effet, en effet. Et pour revenir au point de la liberté, on devrait remarquer qu'au tout début, avant même de filmer ce documentaire, le coproducteur, M. Robert Verrill, est allé en personne rencontrer l'administration de l'université pour leur faire offre, de sorte qu'ils puissent s'exprimer librement leur point de vue sur ce qui s'est passé. Et comme on a vu à la fin du documentaire, on a envoyé 2 lettres, des lettres qui exigeaient une signature, un accusé de réception. De nouveau, Mademoiselle Ronsoulin a tenté de faire miroiter le point de vue de l'université, de l'administration. Or, un silence absolu. Monsieur Adesanya. Je m'appelle Christian Rachelet, je suis professeur au département d'histoire et je partage avec M. Norman la même congrégation religieuse par hasard. Oui, c'est Andrew et Saint Paul qu'on voit d'ailleurs dans le film. Oui. Et ces enfants ont fait le parti de bachelor pour moi et ma femme, juste pour dire que je suis absolument à l'intérieur privé. Moi, je voulais poser 2 questions que j'ai vues dans le film qui étaient pour moi très touchantes parce que je connaissais le protagoniste d'une toute autre côté. C'est d'un côté qu'il a eu le changement d'idée. Je dois dire que toutes les idées que toi tu as faites dans ton classe, j'ai appris en tant qu'enseignant secondaire en Suisse au milieu des années 90. Ce n'était rien de choquant, c'était juste que probablement, c'est ma première question, ce sont des choses qu'on fait normalement au secondaire, mais apparemment, les étudiants n'ont jamais fait ça au secondaire. Est-ce que toi, dans ta pratique, quand tu as vu pendant une quinzaine d'années ce qu'on appelle les professeurs très cyniques, le matériel étudiant ou les nouveaux clients, qui étaient censés avoir en effet ces compétences de pensée critique, créativité, est-ce que ça a changé? Est-ce que toi tu as un peu l'idée que si tu compares avec tes enfants qui sont la génération avant tes étudiants, est-ce qu'il y a quelque chose qui a complètement changé dans la... Très bonne question au point de vue pédagogique. D'abord, devrais-je signaler que j'étais normal au début. Il y avait des quiz, il y avait des midterms, il y avait l'examen final, il y avait des essais. J'avais d'excellents étudiants et étudiantes que j'ai dû fondre à mon propre bureau, fondre en larmes, avoir des crises nerveuses, et je me suis dit, on peut faire mieux, on peut faire autrement. D'abord, quand on invite des partenaires dialogiques comme le très honorable Paul Martin, ou encore l'ancien Premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, le docteur Jacques Parizeau était mon invité, tout comme le docteur Ed Broadbent, chef autrefois du NDP, tout comme Preston Manning. On ne les invite pas sans avoir fait nos devoirs. Donc, le dialogue, oui, on le met de l'avant, mais le dialogue exige de la discipline, qu'on comprend bien la position, la perspective, le point de vue de notre invité. Comprendre ne veut pas dire être d'accord. Que ce soit la question israélo-palestinienne, que ce soit la question fédéraliste, nationaliste, ça exige une préparation d'une grande rigueur. Et je tiens à insister que le dialogue sous-entend une rigueur de préparation.
Ceci dit, vous parlez de la génération. En fait, notre plus jeune, Sarah Elisabeth, était une de mes étudiantes. C'est de son propre chef. Ça m'a fort étonné qu'elle a suivi 2 cours avec moi. C'était un peu... il y avait là une équivoque, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure des 15 ans de mon enseignement, je me suis rendu compte d'une évolution dans l'enseignement. D'abord, les étudiants, leur provenance, leur culture, leur langue, leur religion différaient au fur et à mesure que les 15 ans se sont passés. Mais une chose avait-ils tous en commun. Ma génération, je suis né en 1950, donc j'ai vécu la guerre froide, j'ai vécu la mouvance pour les droits civils, pour les Noirs. Il n'y avait aucun Noir dans mon école, aucun Noir dans mon quartier. Ça m'a fortement sensibilisé à quel point on pouvait repousser les gens aux extrémités, pour toutes sortes de raisons, que ce soit économique, que ce soit intellectuel. Mais je me suis rendu compte, au fur et à mesure que le temps s'est passé, moi j'appelle ma génération la génération Disney. Je regardais chaque dimanche à 18h, religieusement, sans jeu de mots, The Wonderful World of Disney. Et une sauterelle, une insecte parée, chantait Make a wish upon a star. Makes no difference who you are. When you wish upon a star, your dreams come true. Or, j'avais des rêves. Et je me suis rendu compte que mes étudiants et étudiantes avaient eux et elles aussi des rêves. Mais eux ne vivaient pas dans le même cadre, n'avaient pas les mêmes points de repère. Je les appelle la génération virtuelle, puisque ces étudiants-là ont vécu dans la réalité virtuelle. Or, au lieu de leur imposer seulement la lecture d'un livre qu'il fallait apprendre par cœur, là, je commence à explorer par la musique. Et j'invitais des compositeurs, entre autres David Amram, qu'on voit à la toute fin du film. David Amram, en 1957, a de pair avec Jacques Kerouac. Ce sont les deux qui ont inventé ce qu'on appelle la poésie jazz. David Amram, le premier compositeur en résidence au New York Philharmonic, choisi par nul autre que Leonard Bernstein. David Amram, qui lui est le compositeur pour la trame sonore du Splendor in the Grass avec Elia Kazan, compositeur avec The Manchurian Candidate avec Lawrence Harvey et Frank Sinatra. Il n'a pas fait des études supérieures pour avoir un PhD. Mais monsieur, dame, depuis quand ne peut-on pas apprendre de l'individu, peu importe son origine, sa discipline, sa carrière? Je regarde toujours. La première question que moi je me pose, ce n'est pas la question des diplômes, c'est la question, est-ce que je peux apprendre de ces personnes-là? Or, là, je commençais à inviter les comédiens. Il y a un comédien qui s'appelle Ethan Hawke. Il était mon invité. Non pas parce qu'il a fait un doctorat, mais parce qu'il faisait il faisait du théâtre, il est écrivain, il est romancier d'un roman qui s'appelle Le Mercredi décembre. Et de plus, il est comédien dans les films indépendants, mais également des films hollywoodiens, donc il a reçu une nomination. Et quand j'ai dialogué avec Ethan Hawke, je me suis rendu compte, c'est un penseur, mais il pense autrement. Quel est le but de l'université? C'est de communiquer, à apprendre à penser autrement.
seul ou bien le professeur Harkin? En fait, j'ai eu M. Rapkin comme enseignant. D'accord. Je suis acheté comme enseignant et j'ai présentement M. Saul comme directeur. D'accord. Depuis environ 2-3 ans, j'ai commencé une carrière comme enseignant au secondaire. Et justement, ça, il faut le faire. Oui, oui, oui. Non, je parle en connaissance de cause. J'ai fait de la suppléance au secondaire. Et d'ailleurs, le film, Mademoiselle Vansoun est en train de tourner un film sur l'éducation des jeunes autochtones. C'est un défi à relever. Lucien Bouchard, vous l'avez vu brièvement dans le film. Lors de cette rencontre dialogique, il a dit qu'il y a 2 catégories de citoyens qu'il faut valoriser actuellement. Les infirmières et les enseignants. Alors, Francis. C'est très ironique que Bouchard ait dit ça. Oui, oui, évidemment. Tout change. L'évolution du maître Bouchard, oui, on peut en parler longuement. Mais c'est ça, j'ai annoncé dans cette carrière-là et personnellement, j'ai affronté les programmes de la réforme scolaire actuelle et je me rendais compte justement que la même chose qu'on va voir à l'université actuellement, c'est une certaine standardisation de l'enseignement. Dès que l'élève doit faire quelque chose de très strict, on demande exactement la même chose à des jeunes adolescents. Et, exemple, moi, je ne peux pas enseigner la façon dont vous faites, parce que sinon la direction vient voir et me dit Francis, tu arrêtes immédiatement, il faut que tu enseignes le programme à la lettre. Parce qu'il doit passer des examens. Et d'ailleurs, je trouve que M. Tremblay peut témoigner de ce genre de discours-là. Et c'est même pas rare que, je le dis, un directeur est venu voir et fait, par exemple, Francis, cet élève-là a eu 57% sur l'examen final, arrange-toi pour qu'il passe. Et il dit tout. Et en même temps, je me dis, au niveau éthique, là, je commençais surtout, là, donc c'est un choc. Là, je me dis justement, comment est-ce que moi, à mon âge, je peux faire pour combattre ce genre de système-là. Par exemple, je vois le résultat de quand on est marginal ou quand on essaie de faire le système, on se fait juste tasser. D'abord, Francis, je me tiens debout devant la direction et je prends position pour l'étudiant. Le garçon, la fille qui est devant moi compte plus qu'aucune directive. Parce qu'avant tout, la pédagogie, c'est un exercice, c'est un devoir humain. Comment faire valoriser si cet étudiant qui est devant vous, dont vous avez la responsabilité, dont vous avez même la charge. Moi, quand cet étudiant quitte la salle, si je ne leur ai pas inspiré la confiance, j'ai manqué à mon devoir. Avoir la confiance en soi, c'est la plus grande leçon qu'on peut leur enseigner.